Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Julia de Funès. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques mois. Régulièrement. Saison précédente. Votre dernier livre passionnant, Le siècle des égarés, édition L'Observatoire. Alors d'abord, pour commencer par le début, vous avez beaucoup parlé RH, vous avez beaucoup parlé entreprise. Alors celui-ci, il est lié, mais ce n'est pas un livre sur les RH, on est bien d'accord. C'est un livre de philosophie autour de l'identité. Oui, c'est-à-dire que celui-ci est moins axé sur l'entreprise, même si on retrouve des problématiques très business dedans. Mais en revanche, les autres étaient aussi liés à l'identité. La comédie inhumaine que j'avais écrite avec Nicolas Bouzou jouait sur justement la théâtralité humaine qui se joue dans les organisations. Le développement impersonnel, c'était aussi sur le sujet du moi, du devenir soi. Donc en fait, le thème de l'identité, c'est mon thème fondamental. Et là, effectivement, je m'éloigne un tout petit peu de l'entreprise parce que je prends plus à bras le corps cette thématique-là. Hegel, Spinoza, Bergson sont des auteurs que vous citez. Si je veux résumer, il faut le lire ce livre, mais c'est l'universalisme mis en miettes, morcelé par des identités. C'est un danger. C'est ce que je critique. Voilà, exactement. C'est pas du tout ce que je défends. Les égarés, le siècle des égarés. Pourquoi j'ai appelé ça le siècle des égarés ? En gros, c'est parce que je trouve que le 21e siècle est celui de l'effervescence identitaire. On juge tout à hauteur d'identité. Les communautarismes se renforcent comme jamais. Le développement personnel, la narcissisation du moi sur les réseaux, on voit que le moi prend une ampleur considérable. Donc on vit une sorte d'effervescence identitaire. Or, pour moi, l'identité égare plus qu'elle n'oriente. Elle égare à 3 titres, très rapidement. Collectivement, on voit que les revendications identitaires basculent très vite vers des idéologies intransigeantes. Il peut y avoir des causes légitimes, je ne renvoie pas tout d'un revers de manche, mais ça peut aussi très vite basculer donc vers des communautarismes. Des communautarismes qui sont parfois très fermés, très intransigeant. Au niveau individuel, je trouve que l'identité peut éloigner de soi-même. Quand on cherche, quand on est dans une quête identitaire, parfois on rentre dans un rôle, dans une posture, dans un archétype, on veut ressembler à, et résultat, on joue à être plus qu'on est vraiment. Donc l'identité peut paradoxalement nous dissimuler à nous-mêmes. Et philosophiquement, c'est un concept, l'identité, qui ne tient pas la route. C'est ce que vous dites, c'est très flou. Voilà, c'est très flou, c'est très flottant. Si vous essayez de définir l'identité... c'est le début du livre, oui. Dans le livre, à dire souvent on dit c'est un corps. C'est la culture, l'enracinement, l'histoire, rien ne marche. Donc, si vous voulez, hasardeuse très conceptuellement, factice parfois individuellement, dangereuse collectivement, je déconstruis cette notion et je trouve que c'est par d'autres expériences qu'on aboutit, qu'on parvient au sentiment de soi-même et au sentiment d'un nous collectif. Alors, Julia de Funès, page 70, dans le chapitre Une vie truquée, vous dites, en parlant d'un conformisme identitaire, combien de jeunes, je cite, plus bourgeois, sont actuellement tentés pour se convaincre d'être quelqu'un et quelqu'un de bien, de jouer les sages de 16 ans et demi, en incarnant avec gravité la conscience écologique, jusqu'à refuser en toute magnanimité leur diplôme de formation, participant selon eux au ravage écologique en cours et en se glissant dans la peau de jeunes responsables, ils ont 16 ans et demi, partisans de la frugalité volontaire, des toilettes sèches et de la douche solaire. On comprend mieux là les égarés. Non, oui, mais c'est un archétype parmi d'autres. Mais maintenant, il y a un rôle au XXIe siècle qui est celui du jeune écolo responsable. Ça ne veut pas dire ceux que qui bloquent les périphes, les autoroutes. À prendre en compte, bien sûr, que l'écologie est un sujet, mais il y a une tendance à rentrer dans ce rôle. Ça fait bien, et puis on s'engouffre dans cette posture. Est-ce que c'est vraiment une identité ou une authenticité ? C'est toute la question que je pose. On reviendra à la philo parce que vous dites justement qu'il y a un débat autour de la liberté qui s'oppose aux identités, qui détruit finalement notre universalisme, notre capacité à vivre ensemble. Mais pour faire rebond à l'entreprise, parce que nous, on a des RH régulièrement sur ce plateau qui nous parlent exactement de cette génération-là, cette génération Z, et qui challenge l'entreprise et qui pose d'énormes problèmes à l'entreprise. Elle ne sait pas comment faire. Oui. Parce que le sens de l'entreprise a complètement changé pour notamment les plus jeunes générations, mais même pour les plus anciennes maintenant. C'est-à-dire que si hier encore, il y a quelques années, l'entreprise pouvait constituer une finalité en tant que telle, on rentrait à Canal+, à TF1, SNCF, ça faisait sens. C'était un gage, une garantie de valeur, de carrière. Aujourd'hui, si toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité et de recrutement, c'est parce que l'entreprise ne fait plus sens par elle-même. Elle n'est plus du tout une finalité, elle ne constitue plus un sens par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que l'entreprise retrouve du sens, et notamment pour les plus jeunes générations, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une cause plus grande qu'elle-même, une cause sociale, sociétale, environnementale, tout ce que vous voulez. Mais si elle se pense encore comme une finalité, elle perd tout son sens. Si elle se pense paradoxalement comme un moyen, elle retrouve une certaine forme d'attractivité. On en est où là ? Elle est en mutation, l'entreprise ? Elle est en train de se transformer ?
Je trouve qu'elle est en train de beaucoup. Je suis quotidiennement dans les entreprises, tous les dirigeants, toutes les entreprises se posent la question de leur raison d'être, de leur mission. Elles sont en plein questionnement. Mais quand même, pour répondre aux identités, ça répond à votre livre. C'est-à-dire que certains disent, mais vous n'êtes pas assez écolo, vous vous engagez pas assez sur l'inclusion. Oui. Ça, c'est des questions d'identité qui viennent percuter l'entreprise. Exactement. Et l'entreprise, c'est ça le danger, la dérive, c'est qu'elle s'engouffre dans ces mouvements-là parce que ça donne une bonne conscience morale, parce qu'on a l'impression d'être une entreprise responsable quand on se préoccupe de ces problématiques qui doivent être évidemment considérées, mais elles ne se rendent pas compte parfois qu'elles basculent dans l'édification de labels identitaires intransigeants et on peut comprendre cette logique et ces mouvements identitaires, mais ce n'est pas une raison pour basculer à pieds joints dans ce qui peut flirter avec l'idéologie aussi. Alors, il y a un débat autour du citoyen libre, en pleine conscience, du citoyen qui s'est transformé en objet. Vous citez un philosophe qui s'appuie et qui s'inspire de Hegel. On serait tous finalement devenus des objets. C'est ce que vous dites finalement quand on est sur Internet et qu'on s'identifie et qu'on crée... Alors l'identité a une tendance effectivement à réifier l'individu, à chosifier. Réifier, ça veut dire quoi d'ailleurs réifier ? Réification, c'est chosifier. D'accord. Parce que vous l'utilisez beaucoup ce mot. C'est un mot peut-être philo, mais en tout cas c'est chosifier. Je veux ressembler à l'auteur. Là je joue mon rôle. Je me chosifie dans mon rôle de conférencière, auteur. Je joue pleinement mon rôle. Mais si je crois à mon rôle, là je suis de mauvaise foi comme dit Sartre, c'est-à-dire que je me mens à moi-même. Parce que je suis une conscience humaine et que je ne peux pas être chosifié comme une chose, comme un micro est un micro une bonne fois pour toutes. Je suis une conscience, donc là je me vois vous parler, je suis en dédoublement permanent. Donc c'est se mentir à soi-même que de croire qu'on peut correspondre, coïncider pleinement avec le rôle qu'on incarne. Bien sûr que nous sommes une multiplicité identitaire, un kaléidoscope identitaire, et c'est pour ça que l'identité a tendance vraiment à rabougrir l'individu et à le chosifier, à le solidifier dans une essence qui ne va pas avec l'existence humaine. Vous évoquez philosophiquement ce qu'est la liberté, ce qu'elle doit être d'un point de vue d'un homme, au niveau d'un homme, mais je ne sais pas si vous avez réfléchi aux solutions. On va vers où ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce morcellement, pour arriver à une société structurée et finalement à un vivre ensemble acceptable ? Oui, pour moi c'est sortir, atténuer un peu, j'essaye de prendre toutes les problématiques sociales et si on enlève la problématique identitaire, l'appel identitaire de ces problématiques-là, on arrive à une plus grande harmonie sociale et une plus grande liberté. Parce qu'effectivement, c'est un plaidoyer pour la liberté ce livre. Clairement. Seule la liberté permet à un être d'exister. J'avais cru lire Gaspard Koenig à certains passages, qui défend cette liberté-là. Mais oui, il y a certainement des passerelles. Et dès qu'on est dans la défense de la liberté, on me retrouve de toute façon. Et on retrouve Gaspard. Donc oui, bien sûr. Oui, donc pour moi, c'est vraiment éviter le piège de l'identitarisme qui est à l'œuvre dans chaque drame collectif, dans chaque naufrage individuel. Et ce que je propose comme solution, c'est qu'évidemment, on ne peut pas tout rejeter de l'identité. Ce qu'on peut conserver, c'est le désir de devenir soi, le sentiment de soi et le sentiment d'un nous. Mais pour moi, ce sentiment de soi et le sentiment d'un nous, ils sont accessibles par autre chose que l'assignation identitaire. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même ? C'est quand vous agissez à partir de vous-même, que vous êtes libre. Dans l'action. C'est pas quand vous ressemblez au journaliste, à l'animateur, forcément. Et quand est-ce que nous avons le sentiment d'un nous, d'un collectif ? C'est très important pour l'entreprise aujourd'hui. Elle se pose sans cesse cette question-là. C'est cette question qui lui est posée. Et pour moi, c'est certainement pas en marquant des valeurs, une identité de l'entreprise qui ne rassemble personne. Donc vous trouvez qu'elle fait fausse route finalement ? L'entreprise a trop plié le genou sur ces questions d'identité, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je pense que c'est une impasse et que quand est-ce que nous faisons corps, à chaque fois vous remarquez qu'il y a une émotion à l'origine du collectif. Oui. La conscience d'un risque, la peur est évidemment malheureusement une des meilleures émotions pour souder. Quand notre pays est en guerre, là la nation est unie. Donc je ne crois pas qu'il faille, au niveau du pays, c'est exactement la même chose. L'identité nationale est indéfinissable. Je vous demande ce que c'est que l'identité de la France. Rappelez, il y a un ministère. Le château de la Loire, le gaullisme, la tour Eiffel. Vous pouvez me trouver 1000 choses. Donc c'est trop disparate, c'est pas définissable. C'est pour ça que je pense que l'union nationale est absolument nécessaire et possible, mais à partir d'une émotion. Ça peut être le danger, ça peut être la fierté. Quand on entend la Marseillaise, on peut être sensible à et ça peut éveiller un sentiment d'appartenance. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion qu'à l'identité ou qu'à l'étiquette pour souder les équipes et pour souder un pays. Je fais une petite parenthèse, parce que dans votre livre, vous évoquez le profil des
des consultants là, qui jouent aussi leur rôle de Oui. consultant. Et vous évoquez aussi, j'ai trouvé ça passionnant, peut-être d'abord parce que je suis père de famille, le rôle du papa. Le papa C'est-à-dire cool. que le papa cool. Est-ce qu'il n'y a pas, en allant très profondément sur ce sujet, par rapport à ces jeunes dont vous parliez, de 16 ans et demi qui refont le monde, est-ce qu'il n'y a pas un problème comme ça d'autorité, de lien au père, qui fait que le papa cool, il crie plus, il met plus une petite tape aux fesses, il bouge plus, il est super sympa. On croise tous des papas cool au supermarché. C'est exactement ça. C'est exaspérant dans le papa cool. Et on sent que ça vous agace, le papa cool. Je l'aime bien, le papa cool, parce qu'il est moins autoritaire, il est moins, je suis pas pour le papa des années 50-60, bien sûr qu'il a du bon. Cool, quoi. Mais à un moment, quand même, je crois que ne pas avoir d'autorité vis-à-vis de ses enfants, ça mène à des désastres, les enfants rois qui sont terribles. La perte Mais ceux qu'on d'autorité. retrouve dans l'entreprise, excusez-moi. C'est-à-dire que quand on n'a plus de papa qui met de l'autorité, on a un manager qui vous donne un ordre. J'essaie de faire un petit peu. Et en fait, on a un jeune en face qui dit, mais il n'a pas à me parler comme ça. Le papa cool se transforme en manager bienveillant. C'est l'équivalent en entreprise, si vous voulez. Il y a le miroir, là. Il y a le miroir. Mais bien sûr qu'il y a du bon là-dedans, mais la perte d'autorité est une catastrophe dans tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, vous avez bien vu que l'entreprise libérée à grande échelle, ça ne marche pas. Sans autorité, ça ne marche pas. L'école... Vous n'y croyez pas, l'entreprise libérée? Dans le modèle où il y a... Bien sûr, il y a eu du bon, mais ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer à des... Vous imaginez Air France ou la SNCF en entreprise libérée? Déjà, en entreprise normale, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Ou elle est très, très libérée, la SNCF. Oui, très, très libérée. Donc non, je ne crois pas à ça. L'école sans autorité, vous voyez à quel niveau on est arrivé. Le président normal sans autorité, pour moi, c'était pas non plus un grand succès. L'erreur du président normal. L'erreur du président normal. Les Français ne voulaient pas entendre un président normal. Donc la perte d'autorité est catastrophique. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est vraiment quelque chose qui augmente, augere en latin, qui augmente l'autre. C'est pas de l'autoritarisme. Quand je suis autoritaire avec mes enfants, c'est que je sens que je perds toute autorité. Donc il faut bien que je crie, que je sois plus autoritaire. Ouais, on a perdu la partie. C'est vraiment l'opposé. Ouais. C'est très bien d'avoir perdu l'autoritarisme, mais c'est dommage d'avoir perdu l'autorité. Mais j'y reviens parce que vous êtes toujours un pied dans l'entreprise et dans ce livre autour de la philosophie. Et c'est passionnant. On a des managers qui disent aujourd'hui, moi je suis perdu, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de formation, j'ai besoin qu'on m'aide parce que je ne sais plus faire ce métier-là. C'est intimement lié à ça aussi. Il a face à lui des gens qui revendiquent leur identité sexuelle, de couleur, ethnique. Exactement. Et il est perdu, ce manager. C'est très difficile. Moi, je vois aussi tous les jours quotidiennement des managers perdus, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus agir à partir de ce qu'ils pensent être bon parce qu'en face, c'est la tyrannie identitaire. C'est-à-dire que la moindre offense, la moindre remarque peut être comprise comme un préjudice puisque vous touchez à l'intégrité de ma personne. Donc c'est la guerre de tous contre tous, c'est vraiment la mortification sociale et je crois qu'il faut revenir à du bon sens et surtout ne pas s'enfermer dans ces idéologies, ces revendications identitaristes qui basculent vraiment et qui rendent l'individu très prisonnier de lui-même. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, Juliette Funès, qu'on dise mais regardez, c'est le monde d'avant, l'autorité, face à un monde qui est en mouvement permanent, très numérisé, très moderne et qui est une forme de jeunisme par rapport à un discours qui pourrait être considéré comme un discours un peu vieux jeu? Écoutez, oui. Alors... Vous assumez ça? Moi, j'assume les idées auxquelles je crois et qui me semblent plus justes et meilleures pour l'harmonie sociale et pour la liberté de l'individu. Donc, si la liberté est quelque chose de ringard, oui, je suis ringarde. Si l'identité est quelque chose de progressiste, je ne veux pas être progressiste, mais je crois que l'avenir, de toute façon, est impossible sans liberté. Seule la liberté permet à un être d'exister et de ne pas se chosifier, de devenir un exemplaire. Seule la liberté permet à un mode de gouvernement, la démocratie, de persister, puisque la démocratie n'est pas fondée sur l'identité, que je sache, mais sur la liberté. Donc je crois que la liberté est de toute façon l'avenir indépassable. Donc il y a une mode identitaire, mais je crois que de toute façon la finalité, alors je suis peut-être ringarde maintenant, mais je serai à l'avant-garde plus tard parce que l'identité me semble la finalité indépassable. En avant-garde, avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais vous aviez soulevé le développement impersonnel et c'est vrai que vous aviez été parfois très dur, très critique à l'égard des coachs qui renvoyaient à cette question-là. C'est-à-dire qu'on individualise l'accompagnement. Oui. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet? Est-ce que vous dites, après tout, on peut hybrider? Alors, ces managers ont parfois besoin d'un accompagnement individuel. J'ai évolué au sens où je n'ai pas été assez sévère dans mon livre. C'est-à-dire que... J'en étais sûre. Et qu'est-ce que je critiquais dans le développement personnel? C'est que ça se veut être un enjeu identitaire du devenir soi. Or, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel, puisque vous lisez un livre qui prétend
s'adresser à votre moi le plus intime et il s'adresse à des millions d'autres lecteurs. C'est vrai. Donc, pardonnez-moi, mais en termes de subjectivisation, Il me parle, mais il parle à des milliers. Il n'y a pas pire. Donc non, j'ai pas été assez sévère. La mode continue, mais bon, elle perd un peu de son crédit. Les coachs ont perdu beaucoup de leur crédit parce que, encore une fois, ça manque de rigueur dans les formations, ça manque de rigueur dans l'approche. Il y a des chercheurs, des penseurs qui évoquent aussi l'impact du numérique avant de nous quitter. Oui. On voit quand même que cette notion d'identité et le fait qu'elle ait progressé est intimement lié à l'émergence du numérique. C'est-à-dire que sans le numérique, il n'y a pas cette capacité à exister. Oui, exactement. C'est une capacité à exister et c'est très représentatif. Ça illustre parfaitement mon livre, l'exemple des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'identité, quand vous avez votre identité affichée, vous vous contenez encore. Quand vous avez un pseudo, ce qui est quand même l'anonymat des réseaux sociaux est un gros problème, vous vous lâchez complètement. Donc, vous voyez que l'identité peut vraiment figer l'individu, l'empêcher d'être lui-même, et les réseaux sociaux illustrent à merveille ce paradoxe. Dernière question avant de nous quitter. Est-ce que notre société, et notre corps social, notre corps économique, à travers cette problématique que vous soulevez des égarés dans votre livre, est en danger? Est-ce que nous sommes en danger? Moi, je trouve que le plus grand danger, c'est cette logique identitaire qui mène l'un contre l'autre. C'est-à-dire que les revendications identitaires se crispent, la ferveur identitaire se renforce au point d'aboutir parfois à une mortification sociale et à un ébranlement des principes universalistes républicains, liberté, égalité, fraternité. Donc ça, pour moi, c'est un énorme danger. Et comme l'universalisme aujourd'hui n'est plus capable de se défendre par lui-même, il a perdu de son prestige, il a perdu de sa puissance, un des moyens pour le renforcer, que j'ai trouvé très modeste, je le concède volontiers, c'est d'ébranler la notion sur laquelle reposent tous les mouvements revendicateurs, qui est celui de l'identité. On n'a plus le temps, mais ça veut dire qu'il faut individuellement, là c'est le cas de le dire, prendre chaque jeune de 16 ans et demi, que je citais tout à l'heure, parce que c'est un exemple que je trouve assez probant, on les voit dans l'actualité, et c'est avoir un échange philosophique avec lui. Comment on fait pour lui faire prendre conscience qu'il s'est égaré, puisque c'est le siècle des égarés? Alors, l'identification peut avoir des vertus, on peut se construire aussi par identification, mais la philo n'a pas de vertu, c'est pas du coaching, c'est pas du développement personnel du tout. Mais je crois que la vie montre, en vieillissant, on se rend compte que les identités dans lesquelles on s'est engouffré sont assez factices. Et en vieillissant, on se rend compte, malheureusement, parfois un peu tard, qu'on a joué à être, qu'on a vécu à la surface de soi-même. Et c'est dommage. Si ce livre pouvait faire prendre conscience le plus tôt possible qu'il faut être soi-même, avoir le courage d'être soi-même, oser l'aventure d'être soi-même le plus tôt possible, c'est tout. Mais j'ai cru que vous me parliez des 68 arts dans votre livre, parce que c'est le débat qui leur a été posé 30 ans plus tard. C'est un plaidoyer pour la liberté. Oui. C'est vrai, il y a quelque chose des années 68. Mais... Ils jetaient des pavés en 68 et puis dans les années 2000, ils étaient devenus chefs d'entreprise ou PDG. Oui, exactement. Donc là, je trouve qu'il faut réouvrir un peu les possibles et se déprendre de l'identitarisme. C'était passionnant de vous accueillir sur le plateau. Moi, je vous remercie. C'est rare d'avoir le temps de parler, donc vraiment merci. En plus, vous avez lu mon livre, c'est formidable. J'ai lu votre livre, il y a tout écorné. Juliette Funès, merci. Le siècle des égarés, votre dernier livre, édition de l'Observatoire, plaidoyer pour la liberté, ça vous va? Exactement, ça me va très bien. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec notre invité sur Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'alternance.